Il haussa un sourcil, amusé. Depuis quand? Depuis que j'ai commencé à faire plus confiance à mon palais qu'à l'habitude, rétorqua-t-elle doucement, son regard inébranlable. Il y eut un scintillement, à peine perceptible, mais les doigts d'Anthony se crispèrent autour de son verre. Mélodie prit son graissin, le cassa doucement en deux, et en prit une bouchée, le regardant par-dessus le bord de son regard. Il rit à nouveau, mais cela ne semblait pas sincère. « Alors, pas de toast ?» demanda-t-il, la voix légère. « Peut-être plus tard, » répondit-elle. Il se pencha en arrière et fit tourner le vin dans son verre, l'étudiant. « Tu as changé ces derniers temps. » Mélodie croisa son regard. Les gens évoluent quand ils se sentent ignorés. Cela lui valut un long silence. Il ne sia pas, ne sourit pas, il la fixa simplement. « Commandons le dessert, » dit-il finalement, et fit signe à Sarah. Alors que la serveuse s'approchait, Mélodie nota la façon dont ses yeux passèrent d'abord au verre, puis à Mélodie, puis à Anthony. Un avertissement silencieux flottait toujours dans l'air, tout comme le vin. Alors qu'Anthony se tournait pour donner des instructions au serveur pour le dessert, le cœur de Mélodie s'emballa. Ses mains bougèrent avec une précision qu'elle ne se connaissait pas. Elle s'avança avec une serviette, tamponnant le coin de ses lèvres de manière théâtrale, puis, d'un mouvement rapide masqué par son geste, elle échangea son verre avec le sien. Ses doigts effleurèrent à peine les pieds des verres, mais l'échange fut sans faille. Elle avait répété le mouvement dans sa tête 10 fois dans les toilettes. Anthony se tourna de nouveau vers elle, juste au moment où elle posait la serviette. « Je leur ai dit d'apporter ton préféré, la crème brûlée, » dit-il. « Tu as toujours eu un faible pour le sucré. » Mélodie hocha la tête. La douceur rend l'amertume plus facile à supporter. Il la regarda curieusement. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Je réfléchis à voix haute, dit-elle avec un sourire. Ses entrailles, cependant, étaient nouées. Anthony prit son verre de vin, anciennement le sien, et proposa un autre toast. À 10 autres années à connaître le cœur de l'autre. Mélodie toucha le sien au sien. Et à découvrir ce qui se cache vraiment en dessous, dit-elle doucement. Il but. Elle, non. Elle regarda simplement, ses yeux traçant la ligne de sa gorge alors que le vin disparaissait en une longue gorgée. Délicieux, remarqua-t-il en se léchant les lèvres. Tu choisis toujours les meilleurs rouges. L'expression de Mélodie resta illisible. Sa voix se coinça dans sa gorge. Elle jouait à un jeu dangereux, et chaque tic-tac de l'horloge devenait plus fort à ses oreilles. Alors que Sarah passait, Mélodie la regarda. Les lèvres de la serveuse s'entr'ouvrirent dans un soulagement à peine perceptible. Anthony se pencha en arrière, posant un coude sur la banquette. « Tu as été silencieuse ce soir, » dit-il. « Je pensais juste à quel point l'amour est étrange, » murmura Mélodie. « Il est patient, indulgent, et parfois il voit plus qu'il ne dit. » Il haussa un sourcil, puis attrapa le panier à pain. « Tu es philosophique ce soir. » Mélodie offrit un mince sourire. « Seulement quand je suis attentive. » Elle plia sa serviette et la posa à côté de son vin intact. Au fond d'elle, quelque chose lui disait qu'ils avaient tous les deux franchi une ligne de non-retour. Les minutes passèrent. Le dessert fut servi, des dessus dorés impeccables, caramélisés juste comme il faut. Mais Anthony avait cessé de prêter attention à la nourriture. Il bougea sur son siège, sa posture vacillant légèrement. Sa main se leva vers sa tempe. « J'ai un peu le vertige. » marmonna-t-il, clignant rapidement des yeux. « Ce doit être le vin qui monte plus vite que d'habitude. » Mélodie posa sa cuillère, une inquiétude délicatement peinte sur ses traits. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. Il força un rire. « Oui, oui, juste fatigué. » Mais la sueur sur son front le trahit. « Ce n'est probablement rien, » dit-il à nouveau, pressant une serviette sur sa bouche, maintenant plus pâle qu'elle ne l'avait été quelques minutes auparavant. Mélodie resta immobile, ses doigts croisés sous la table, le pouls battant dans ses oreilles. Son cœur était en plein chaos, mais son expression était étrangement calme. « Peut-être devrais-tu boire de l'eau, » suggéra-t-elle à voix basse. « Ou me dire ce qu'il y avait dans ce vin que tu étais si pressé de me servir. » Anthony la regarda vivement. « De quoi tu parles ?» Sa voix était cassante. « Ce vin, » dit-elle doucement. « Tu as rempli le mien à ras-bord alors que le tien est resté à moitié plein. » Pourquoi ? Anthony ouvrit la bouche pour parler,
mais rien ne sortit. Son corps se tendit. Une lente panique s'installa sur son visage. Il attrapa à nouveau son verre, mais le renversa, le vin restant se répandant comme du sang sur le linge blanc. Un hoquet s'échappa d'une table voisine. Anthony? La voix de Mélodie avait le ton exact de l'inquiétude, mais aucune de la vérité derrière. Sa main trembla alors qu'il essayait de se lever. J'ai besoin d'aide, suffoqua-t-il en titubant sur le côté. Le maître d'hôtel se précipita. Monsieur, ça va? Anthony tomba à genoux, se tenant la poitrine, et s'effondra finalement à côté de la banquette. Les convives sursautèrent. Mélodie se leva calmement, ses mains ne tremblant que légèrement alors qu'elle s'agenouillait à côté de lui. Appelez quelqu'un, dit-elle. Quelque chose ne va pas. Alors que les serveurs affluaient en panique et que Sarah restait figée à quelques mètres de là, Mélodie murmura à voix basse, c'est drôle, n'est-ce pas? Comment un verre peut tout changer? Le corps d'Anthony se convulsa sur le sol du restaurant, ses membres tressaillant en spasmes saccadés tandis que le gérant criait pour une ambulance. Les clients se levaient de leur siège, les murmures se transformant en cris, et la panique tourbillonnant comme de la fumée dans l'air. Mélodie resta agenouillée à côté de lui, sa main planant au-dessus de sa poitrine, sans jamais le toucher. Ses yeux se croisèrent avec ceux de Sarah de l'autre côté de la pièce, la serveuse se tenait figée près de l'entrée de la cuisine, les yeux écarquillés de terreur, les deux mains pressées sur sa bouche. « Madame, savez-vous s'il a des allergies » demanda l'un des employés du restaurant, s'accroupissant à côté d'eux. « Pas que je sache. » répondit Mélodie, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Elle attrapa le col d'Anthony et le desserra légèrement, notant comment sa respiration devenait plus erratique à chaque seconde. Il y avait de la peur dans ses yeux maintenant, une peur nue et indéniable, mais elle ne venait pas seulement des symptômes. Il savait. D'une manière ou d'une autre, il savait que la boisson destinée à quelqu'un d'autre s'était retournée contre lui. Mélodie tourna légèrement la tête en entendant le hurlement perçant des sirènes qui approchaient. Anthony essaya de parler, ses lèvres formant des syllabes brisées. « Mel, aide-moi. » Mais son visage resta d'un calme de porcelaine illisible au milieu du chaos. « Économise ton énergie, dit-elle. Tu en auras plus besoin que moi. » Les ambulanciers entrèrent en trombe par les portes d'entrée quelques secondes plus tard, amenant un brancard et du matériel médical. L'un d'eux tomba immédiatement à genoux à côté d'Anthony, vérifiant son pouls et ses pupilles. « Ses signes vitaux sont instables, possible ingestion de toxines », dit rapidement le secouriste à son partenaire. Pendant qu'il travaillait, Mélodie se leva lentement, époussetant ses mains sur l'ourlet de sa robe. « Madame Harper, » demanda l'un des ambulanciers, « accompagnerez-vous votre mari à l'hôpital » Elle hésita. « Oui. » dit-elle, la voix sèche, ses doigts se refermant fermement sur sa pochette. Sarah avait disparu dans la cuisine. Alors que Mélodie suivait le brancard, elle ne regarda pas en arrière. Mais quelque chose en elle changea, la rage se mêlant au chagrin, la survie enchevêtrée dans la trahison. Le verre s'était brisé. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. L'air froid extérieur la frappa comme une vague alors qu'elle montait dans l'ambulance, assise rigidement en face d'Anthony, qui était à peine conscient. Le véhicule tangua légèrement tandis que les ambulanciers commencèrent une perfusion et administrèrent de l'oxygène. Les mains de Mélodie étaient jointes sur ses genoux, les jointures pâles. L'un des ambulanciers se tourna vers elle, son ton mesuré. « Madame, avez-vous une idée de ce qu'il aurait pu consommer pour provoquer cette réaction ?» Elle jeta un coup d'œil à Anthony, qui avait commencé à siffler doucement à travers le masque. « Nous avons bu du vin. »« Il l'a servi lui-même, » répondit-elle. « C'est tout ce que je sais. » Ses yeux dérivèrent vers le sol de l'ambulance, où ses chaussures de ville tapaient faiblement à chaque secousse de la route. Elle ne ressentait pas de culpabilité, pas encore, juste un étrange engourdissement douloureux, comme si elle regardait un étranger souffrir, pas son mari depuis 10 ans. « Il s'en sortira, » dit le secouriste après un moment. « Mais il a de la chance, si ça avait été plus fort. » Son téléphone vibra dans son sac. Quand elle vérifia, un SMS apparut d'un numéro inconnu. « Nous devons parler. »« J'en sais plus que tu ne le penses. » Le souffle de Mélodie se coupa. Elle regarda à nouveau Anthony. Ses yeux s'entr'ouvraient légèrement, se dirigeant dans sa direction. « Tu es là » râla-t-il, sa voix à peine audible sous l'oxygène. « Bien sûr que je suis là. » répondit-elle, son expression illisible.
Où serais-je d'autre? Mais dans son esprit, tout tournait. La note, l'échange, l'effondrement, et maintenant un message de quelqu'un qui observait clairement. Quand ils arrivèrent à l'hôpital, elle recula alors que le brancard était emmené. « Madame Harper, nous prendrons bien soin de lui », dit une infirmière en la conduisant vers la salle d'attente. Alors qu'elle s'asseyait, ses genoux rebondissant d'une anxiété contenue, Sarah sortit d'un couloir latéral en civil. Elle s'approcha prudemment, glissant quelque chose dans la main de Mélodie, une carte avec seulement un prénom et un numéro. « Appelle-moi quand tu seras prête », murmura Sarah, les yeux brillants. « Parce que c'est plus profond que tu ne le penses. » Mélodie baissa les yeux sur la carte, puis sur les portes qui venaient de se refermer derrière son mari. Pour la première fois depuis des mois, elle ressentit quelque chose qui n'était pas de la confusion. C'était de la détermination. L'odeur stérile d'antiseptique flottait dans l'air alors que Mélodie était assise dans le coin de la salle d'attente faiblement éclairée de l'hôpital. Des heures s'étaient écoulées depuis qu'Anthony avait été emmené, mais aucun médecin n'était encore sorti. Elle restait immobile, les jambes croisées, les doigts tapotant contre son téléphone, non pas l'écran, mais le côté. Ce n'était pas son téléphone qui la préoccupait. C'était le manteau jeté sur le siège à côté d'elle, plus précisément le son qu'elle avait entendu plus tôt. Lorsque l'infirmière le lui avait remis en la conduisant à la salle d'attente, il lui avait semblé plus lourd que prévu. Quelque chose avait vibré de la poche intérieure. D'un rapide coup d'œil alentour, elle y plongea la main et en sortit un deuxième téléphone. Pas son téléphone professionnel habituel. Pas l'appareil élégant et protégé par mot de passe qu'il gardait sur la table de chevet. Celui-ci était vieux, rayé et non verrouillé. En parcourant les messages, son estomac se serra. Des fils de discussion entiers, principalement avec une personne enregistrée sous le nom de Z, peu importe ce que ça coûte. Elle aura bientôt disparu. Donne-moi juste un mois de plus. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Une fois que ce sera fait, je virerai le reste. Le sang de Mélodie se glaça. Ce n'étaient pas des conversations d'affaires. C'étaient des plans. Des projets. Des menaces. Des preuves. Elle lut chaque ligne avec des doigts tremblants, les mots peignant une version d'Anthony qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle est méfiante, disait un message. Si elle découvre, je suis fichue. Elle leva les yeux, le cœur battant, alors que la porte de la salle d'attente s'ouvrait enfin. Un jeune médecin entra, son visage calme mais sérieux. Madame Harper. Mélodie se leva. Votre mari est stable, mais nous devrons le garder en observation. Il y a une substance dans son système que nous sommes encore en train d'identifier. Cela ne semble pas accidentel. Mélodie croisa le regard du médecin et hocha la tête. S'il vous plaît, faites tout ce que vous devez faire. Quand il partit, elle fixa à nouveau le deuxième téléphone. Son mari n'avait pas seulement menti. Il avait comploté. Et quoi qu'il ait prévu pour elle, il y avait goûté en premier. Elle mit le téléphone dans son sac à main, à côté de la carte de Sarah. La nuit était loin d'être terminée, mais son silence aussi. De retour chez eux, étrangement calme sans la présence d'Anthony, Mélodie s'assit dans le bureau avec le deuxième téléphone ouvert à côté de son ordinateur portable. La pièce, autrefois partagée pour des planifications tardives et des discussions financières, ressemblait maintenant à une scène de crime. Ses doigts tremblaient alors qu'elle copiait des captures d'écran de textos, de mails et de journaux d'appel. Plus elle lisait, plus l'image devenait claire. Anthony avait siphonné des fonds des comptes joints vers des portefeuilles intraçables et redirigé des investissements sous des sociétés écrans. Caché sous la surface de leur mariage se trouvait un effondrement financier si massif qu'il avait le potentiel de ruiner leurs deux noms. Mais ce qui stupéfia le plus Mélodie fut un nom récurrent dans les messages, Zoé. Dans un fil de discussion, Anthony écrivait « Si Mélodie signe le transfert cette semaine, nous sommes tirés d'affaire. Elle me fait encore assez confiance pour ne pas lire les petits caractères. » Mélodie ricana tout haut. « La confiance ?» murmura-t-elle, « la monnaie que tu as déjà dépensée. » Elle cliqua sur une pièce jointe vidéo envoyée 2 semaines plus tôt. Anthony debout dans son bureau, chuchotant à la caméra. « Je n'ai pas le choix. Si elle ne disparaît pas, je perds tout. Zoé, tu as promis une protection. » Sa bouche s'assécha. Zoé n'était pas une simple liaison. Elle était plus profondément impliquée. Liée à l'argent. Liée à son désespoir.
Mélodie repoussa sa chaise, arpentant la pièce encerclant. Le téléphone sonna. C'était le téléphone prépayé. Un numéro inconnu éclaira l'écran. Elle hésita avant de répondre. « Allô » murmura-t-elle. La voix était féminine. Froide. Mesurée. « Vous n'êtes pas censé avoir ce téléphone. » Le cœur de Mélodie s'arrêta. « Qui est-ce » La femme au bout du fil ne s'y a pas, dit à Anthony que Zoé a dit que la date limite a été avancée. Et si votre nom est sur ce compte d'ici lundi, ce ne sera pas seulement son sang sur le papier. L'appel se termina. Mélodie fixa l'écran mort. Elle savait maintenant que ce n'était pas seulement de la trahison. C'était un danger, immédiat et réel. Et d'une manière ou d'une autre, il était toujours en train de se dérouler. Le lendemain, Mélodie rencontra Sarah dans un modeste café niché derrière une vieille librairie, loin des endroits chics qu'elle fréquentait autrefois. La serveuse avait l'air différente sans son uniforme, fatiguée, alerte, et portant le poids de quelque chose de non dit. Elles s'assirent près de la fenêtre, leur boisson intacte. « Tu m'as sauvé la vie », commença Mélodie, brisant le silence. Sarah secoua la tête. « Non, je t'ai donné un avertissement. Tu t'es sauvé toi-même. » Mélodie se pencha en avant. « Pourquoi l'as-tu fait ?»« Tu ne me connaissais pas », Sarah baissa les yeux, tournant la bague à son doigt. « Parce que j'ai reconnu les signes. La façon dont il te regardait. Le verre qu'il a rempli. Ma sœur, elle est morte il y a 5 ans. Empoisonnée. Son fiancé s'en est sorti libre. Et Anthony, il lui ressemblait tellement ce soir-là. Froid. Calculateur. » Mélodie sentit sa gorge se serrer. « Je suis désolée, Sarah, dit-elle doucement. Personne ne devrait jamais voir l'histoire se répéter comme ça. » Sarah fit glisser un petit dossier sur la table. « Voici ce que j'ai trouvé après mon service. Je travaillais dans l'hôtellerie privée avant de prendre ce poste au restaurant. Je sais comment suivre les pistes, les papiers, les caméras, les livraisons. Ce vin ne provenait pas du stock du restaurant. Il a été apporté, sans étiquette, dans un sac noir. Par lui. » Mélodie ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des photos de sécurité, des reçus et la transcription imprimée d'une demande de livraison de vin faite depuis un email crypté. Son cœur battait la chamade. « Tu as risqué gros en rassemblant tout ça », murmura-t-elle. Sarah hocha la tête. « Je ne veux pas que le nom d'une autre femme fasse les gros titres. » Mélodie expira lentement. « Il y a quelqu'un du nom de Zoé d'impliqué. La connais-tu » Sarah hésita. « Seulement de nom. Mais d'après ce que j'ai entendu, elle n'est pas seulement impliquée. C'est elle qui orchestre. » Mélodie se pencha en arrière dans sa chaise, ses pensées tourbillonnant. Tout était enchevêtré. Affaire. Trahison. Peut-être même la mort. Et maintenant, que se passe-t-il ? Demanda-t-elle. Sarah la regarda dans les yeux. Ça dépend. Es-tu toujours prête à prétendre que tu es l'épouse ignorante ? Parce que c'est ta meilleure arme. Mélodie regarda par la fenêtre. Ses mains se crispèrent sur le dossier. Elle ne savait pas ce qui lui faisait le plus peur. Que son mari ait essayé de mettre fin à ses jours. Ou qu'elle commençait à apprendre à se battre comme lui. Ce soir-là, Mélodie était assise dans sa chambre, les rideaux tirés et toutes les lumières tamisées. La tension pesait sur elle comme une couverture lestée. Son téléphone vibra et s'illumina d'un nom familier. Pénélope. Elle hésita avant de répondre, incertaine de pouvoir garder sa voix égale. « Salut », dit-elle doucement. « Mel, ça va ?» La voix de Pénélope était tendue. Prudente. « J'ai vu les nouvelles. L'ambulance. Ton nom est apparu sur un de ces blogs de potins. Il a eu une urgence médicale. » C'est tout ce qu'ils savent, mentit Mélodie. Il y eut une pause. « Tu mens. » Je l'entends, dit Pénélope. Parle-moi. Est-ce qu'il se passe quelque chose ? Mélodie se mordit la lèvre, essayant de retenir une vague d'émotion. Elle voulait tout lui dire. Elle voulait que quelqu'un d'autre porte l'histoire. Mais au lieu de cela, elle murmura, « Puis-je te poser une question ?» Pénélope répondit sans hésiter. « N'importe quoi. »« Tu te souviens de Zoé ?» demanda Mélodie.
De ce gala d'investisseurs il y a 2 ans. Pénélope hésita, vaguement. Pourquoi? Ce n'est pas seulement une femme d'affaires, dit Mélodie, sa voix s'aiguisant. Elle est impliquée avec Anthony. De plus d'une manière. J'ai trouvé son nom dans des dizaines de messages cryptés. Pénélope jura à voix basse. Es-tu en sécurité? Mélodie déglutit difficilement. Pour l'instant. Mais quelque chose se dénoue rapidement. Je pense que Zoé est celle qui finance sa sortie de ce pétrin. Il y eut un long silence au bout du fil. Puis Pénélope dit. Mel, le nom de Zoé est apparu une fois lors d'une vérification d'antécédents que j'ai faite sur quelqu'un qui proposait de sponsoriser une de mes expansions de boutique. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. J'ai juste renoncé à l'affaire. Mais maintenant, je commence à me demander si elle ne tire pas les ficelles pour plus que de l'argent. Mélodie s'adossa, stupéfaite. Donc c'est plus grand que nous, dit-elle. Beaucoup plus grand, acquiesça Pénélope. Mais si elle te vise, Mel, tu as besoin de preuves. Pas seulement des chuchotements et des captures d'écran. Mélodie jeta un coup d'œil au dossier de Sarah sur son bureau. Alors je suppose qu'il est temps que je commence à monter un dossier. Sa voix ne trembla pas cette fois. Elle était d'acier. Le bureau de Harper et Compagnie, autrefois une forteresse animée de sols brillants et d'ambition sur mesure, résonnait maintenant d'absence. Mélodie se tenait dans le hall, regardant le bureau vide de la réceptionniste et la vie, temporairement fermée pour restructuration, scotchée sur la porte vitrée. Elle n'y était pas allée depuis l'année dernière, quand Anthony avait insisté pour qu'elle lui laisse la partie financière. Profite juste de la vie que je construis pour nous, avait-il dit alors, lui déposant un baiser derrière l'oreille. Maintenant, cette vie pourrissait sous leurs pieds. Le dossier de Sarah serré dans son manteau, Mélodie contourna la porte verrouillée et monta à l'étage avec la carte d'accès de rechange qu'elle portait toujours. L'étage de la direction était désert, la moitié des stores tirés, et des dossiers poussiéreux empilés sur des bureaux abandonnés comme des plans oubliés. Elle alla au bureau d'Anthony, le plus grand de l'étage, et s'assit dans son fauteuil en cuir, laissant ses yeux balayer la pièce. Elle avait l'impression de s'introduire illégalement, mais elle en avait tout à fait le droit. Elle alluma son ordinateur de bureau qui, à sa surprise, n'était pas protégé par un mot de passe. Une avalanche numérique se déversa devant elle, emails d'investisseurs refusés, lettres de créanciers paniqués, rapports boursiers en échec. Harper & Co. Coulait depuis des mois, peut-être plus longtemps. Un document fit battre son cœur. Une autorisation numérique falsifiée pour un transfert de 3,4 millions de dollars portant sa signature. Tu ne m'as même jamais demandé, murmura-t-elle. Elle cliqua sur l'historique des transactions. Plus de transferts, échelonnés dans le temps, acheminés vers des comptes offshore aux noms obscurs. L'un d'eux, remarqua-t-elle, était lié à une propriété à Malte enregistrée sous une société holding nommée ZDT Holdings. Zoé et Thiago, sa mâchoire se serra. Puis un autre dossier attira son attention, intitulé simplement « Stratégie de sortie ». À l'intérieur se trouvaient plusieurs ébauches d'un accord de procuration, toutes nommant Anthony comme l'unique bénéficiaire de la succession de Mélodie en cas d'incapacité mentale ou physique. Elle sentit la pièce basculer. Sa respiration devint superficielle. Il ne prévoyait pas de la quitter. Il prévoyait de la posséder. Alors qu'elle imprimait tout et sauvegardait les fichiers sur un disque dur, ses larmes ne venaient pas du chagrin, mais de la rage. Elle chuchota à la pièce vide. Tu as essayé de m'effacer, mais je suis la seule qui reste debout. De retour à la maison, Mélodie se déplaçait avec une nouvelle détermination. Elle ne se lamentait plus seulement, elle se préparait. Elle entra dans le dressing et se dirigea vers l'étagère du bas où Anthony gardait son sac de sport pour l'entraînement. Il avait toujours semblé déplacé, trop usé, trop gardé pour un homme si obsédé par l'apparence. Elle l'ouvrit lentement et ne fut pas surprise de trouver plus que des chaussures et des serviettes. Nichée sous ses vêtements de sport se trouvait une pochette. À l'intérieur, 2 flacons non marqués, tous deux remplis de liquide clair, scellés sous vide. Il y avait des gants en latex, un téléphone prépayé encore éteint, et une seule clé USB. Elle s'assit en tailleur sur le sol, sentant son pouls battre dans ses oreilles. Il n'avait pas seulement agi par désespoir. Il avait planifié, méthodiquement, cruellement, comme un homme déterminé à ne laisser aucune trace. Elle alluma le téléphone prépayé, parcourant les rares textos, la plupart supprimés, mais quelques-uns encore là.
L'un disait, assure-toi qu'elle ne se réveille jamais confuse. Juste parti. Un autre, vendredi soir, c'est la fin. Je le livrerai moi-même. L'estomac de Mélodie se noua, mais elle ne se laissa pas effondrer. Au lieu de cela, elle prit une photo de tout, horodatée et documentée. Puis elle brancha la clé USB sur son ordinateur portable. Une série de documents numérisés s'ouvrit, plusieurs à son nom. De faux dossiers médicaux. Des ordonnances pour des antidépresseurs qu'elle n'avait jamais pris. Des références de thérapeutes qu'elle n'avait jamais vus. Anthony avait construit un récit selon lequel elle était instable, se détériorant, au bord du gouffre. Tu allais faire croire au monde que je perdais la tête, chuchota TL, la fureur montant dans sa poitrine. Dans un dernier dossier, elle trouva des brouillons de lettres de suicide, certaines datées, d'autres non. Tu ne voulais pas seulement que je disparaisse, marmonna TL. Tu voulais que ça ait l'air que je l'ai fait moi-même. La trahison la brûla plus profondément qu'elle ne pouvait l'exprimer. Elle attrapa son téléphone et appela Joshua. Retrouve-moi ce soir. Apporte un disque sécurisé et des gants. Sa voix était vive à l'autre bout. Ça va? Mélodie inspira. Non, mais je suis bien réveillée. Elle raccrocha, referma le sac et se leva avec une nouvelle clarté. Elle ne survivrait pas seulement au complot d'Anthony. Elle le démêlerait pièce par pièce jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de l'homme derrière. Mélodie rencontra Thiago dans un parking souterrain tranquille sous une place d'affaires du centre-ville. Il avait accepté de la rencontrer après qu'elle l'ait contacté sous un pseudonyme par l'intermédiaire d'une connaissance mutuelle de Pénélope. Thiago était mince, habillé avec élégance, et avait l'air hanté d'un homme qui avait tout perdu sauf sa fierté. « Vous êtes plus courageuse que je ne le pensais », dit-il en offrant un sourire crispé alors qu'elle s'approchait. « J'ai appris que la peur est un luxe », répondit Mélodie. « Vous avez travaillé avec Anthony. J'ai besoin de la vérité. » Il l'étudia un instant avant de hocher la tête. « Vous n'êtes pas ici pour pleurer. » Bien. Parlons comme des survivants. Ils s'assirent dans sa voiture, où il sortit une petite tablette et fit défiler des documents. Harper & Co. Était fini il y a 2 ans. Anthony ne voulait juste pas lâcher prise. Il a continué à prendre. Quand je me suis retiré, Zoé est intervenue. Elle n'est pas seulement une bailleuse de fonds, c'est une fixeuse. Elle blanchit les réputations et les dossiers. Mélodie se pencha en avant. Que vous a-t-il dit sur moi? Thiago expira. Que vous étiez fragile, déprimé, isolé. Il a dit que vous ne vous souciez pas de l'argent, seulement des romans d'amour et des bougies parfumées. Il peignait une version de vous qui pourrait disparaître sans que personne ne se pose de questions. La mâchoire de Mélodie se serra. J'étais donc pratique à effacer. Thiago secoua la tête. Vous étiez un levier. Votre nom, votre confiance, votre ardoise vierge. Il les a utilisés pour rester à flot. Mais quand vous avez cessé d'être d'accord aveuglément, vous êtes devenu un handicap. Mélodie s'adossa à son siège, laissant les mots l'atteindre. Pourquoi m'aidez-vous? Demanda-t-elle. Parce que j'ai failli être vous, répondit Thiago. J'ai laissé Zoé et Anthony ruiner ma réputation. Maintenant, je ne peux plus obtenir de licence nulle part de légitime. Il lui tendit un dossier. Ceci prouve qu'il a falsifié votre signature et vous a faussement représenté auprès de son conseil d'administration. Utilisez-le avant que Zoé ne déplace les choses à l'étranger. Mélodie prit le dossier lentement. Si je gagne, que vous arrivera-t-il? Thiago haussa les épaules. La rédemption ne vient pas toujours avec un chèque de paie. En sortant de la voiture et en entrant dans la lumière du début de soirée, elle comprit. La justice était maintenant un compte à rebours. Et elle avait déjà dépassé le point de non-retour. Le soir suivant, Mélodie rencontra Joshua dans son bureau à domicile, un espace organisé éclairé par une seule lampe de bureau, ses murs tapissés de manuels de droit et de dossiers marqués d'onglets colorés. Il était le cousin de Mélodie, mais aussi un avocat redoutable connu pour sa franchise brutale. Alors qu'elle étalait le dossier de Thiago, ainsi que le contenu du sac de sport et du téléphone prépayé, son silence devint plus révélateur que ses questions. Il a falsifié votre signature encore et encore, dit-il finalement, les yeux plissés en parcourant les documents. Et ces notes médicales, fabriquées. Mélodie hocha la tête, les bras croisés fermement. Il montait un dossier pour me faire passer pour instable. Si j'étais morte,
ça aurait ressemblé à un suicide. Si j'avais vécu, j'aurais été trop confuse pour prouver quoi que ce soit. Joshua se pencha en arrière, les doigts joints. Ce n'est pas seulement de la manipulation conjugale. C'est une tentative de coercition avec préméditation et peut-être une tentative de meurtre. La voix de Mélodie était stable, mais froide. Puis-je aller à la police maintenant? Joshua secoua la tête. Pas avant que nous n'ayons construit quelque chose d'irréfutable. La police a besoin d'un récit qui tient la route et de preuves qu'elle ne peut ignorer. Pour l'instant, c'est suffisant pour éveiller les soupçons, mais pas pour inculper. Il poussa un nouveau dossier vers elle. Voici ce que nous allons faire. Documentez tout, enregistrez les dates, faites des sauvegardes, et ne le confrontez pas avant de l'avoir coincé légalement. Parce qu'une fois qu'il saura que vous savez tout, il cessera de prétendre être décent. Mélodie expira, hochant lentement la tête. Et Zoé, demanda-t-elle. Joshua fronça les sourcils. Elle est dangereuse, mais sans lien public entre elle et les fonds, nous ne pouvons pas encore la toucher. Mais croyez-moi, le bon procès peut ébranler toutes les sociétés écrans qu'elle utilise. Mélodie prit un moment puis dit, il a essayé de m'effacer discrètement. Je veux le détruire ouvertement. Joshua la regarda. Ce n'était pas la femme qui remettait autrefois en question ses instincts. Alors nous le démantèlerons pièce par pièce, dit-il. Légalement, pas de raccourci. Mélodie pressa sa paume sur le sac de preuves. Pas de pitié non plus. La première fois que Mélodie rendit visite à Anthony à l'hôpital depuis son effondrement, elle portait des couleurs douces et un sourire étudié. Il était assis dans son lit, un pansement au bras, une perfusion partant de son poignet. « Tu es venu. » dit-il, la voix plus faible que d'habitude. « Bien sûr, » répondit Mélodie, posant une petite corbeille de fruits sur la table de chevet. Elle s'assit à côté de lui et le regarda dans les yeux, si familier et pourtant maintenant, si soigneusement illisible. « Tu nous as fait une sacrée frayeur, » murmura-t-elle. « Savent-ils ce qui s'est passé ?» Anthony soupira. Quelque chose à propos d'allergies alimentaires ou de vin contaminé. Les médecins font encore des tests. Mélodie pencha la tête. C'est drôle comme le vin peut surprendre. Il gloussa, mais son rire était prudent. Mel, je voulais te parler. De nous. Elle hocha lentement la tête. Oui, nous devrions. Mais à l'intérieur, elle avait déjà commencé à enregistrer leur conversation grâce à l'application discrète sur son téléphone, cachée sous la manche de son pull. Je sais que j'ai été distant, continua Anthony. J'étais sous pression, le travail, l'argent. J'ai pris de mauvaises décisions. Mélodie garda les yeux sur lui, comme me mentir ou transférer de l'argent dans mon dos. Anthony cligna des yeux, surpris. De quoi tu parles, demanda-t-il, feignant la confusion. Oublie ça, dit-elle légèrement. Je veux me concentrer sur la guérison. Elle se leva et ajusta la couverture au pied de son lit. Mais s'il y a autre chose que tu dois avouer, ce serait le moment. Il se redressa, le malaise s'installant sur ses traits. Il n'y a rien à avouer, Mel. Je veux juste qu'on recommence. Mélodie sourit finement. Recommencer demande de l'honnêteté. Elle se pencha, baissant la voix. Es-tu sûr de n'avoir rien oublié? Peut-être quelque chose dans un sac de sport? Anthony se figea, ses mains se crispant sur la couverture. Que veux-tu dire? Mélodie se redressa. Repose-toi, dit-elle, son ton aussi doux que de la soie. Quand tu te réveilleras, j'espère que ta mémoire sera meilleure. Et sur ce, elle partit, le laissant là, fixant, troublé. Sa femme avait changé. Et pas d'une manière qu'il pouvait contrôler. Plus tard dans la nuit, Mélodie ouvrit un document vierge sur son ordinateur portable privé. Pas pour un tribunal, pas pour Joshua, juste pour elle. En haut, elle tapa la vérité qu'il avait essayé d'effacer. Ses doigts planèrent un instant avant qu'elle ne commence à écrire. Je croyais que l'amour pouvait tout arranger. Mais maintenant je comprends que l'amour peut vous aveugler pendant que les dégâts sont faits. Elle déversa les souvenirs, comment il critiquait subtilement ses tenues, comment ses opinions au dîner étaient balayées de rire doux, comment il avait lentement cessé de lui demander son avis sur tout ce qui comptait. Cela n'avait pas commencé avec du vin ou des signatures falsifiées. Cela avait commencé dans les silences, dans les soupirs quand elle entrait dans une pièce, dans les punitions passives pour avoir trop parlé ou posé trop de questions.
Sa douleur ne résidait pas seulement dans la trahison, mais dans le temps qu'elle avait passé à se convaincre que cela n'arrivait pas. Elle s'arrêta par moments, laissant les larmes couler sans les essuyer. Ses doigts continuaient de taper. Il m'a fait douter de mes instincts si souvent que j'ai commencé à penser que me remettre en question était de l'amour. Mélodie raconta chaque signal d'alarme qu'elle avait autrefois plié en grue en papier, chaque échymose sur son intuition déguisée en compromis. Elle téléchargea des copies numérisées des flacons, des documents falsifiés, des fils de discussion du téléphone prépayé. Puis elle sauvegardait à tout sur un stockage cloud crypté, l'étiquetant simplement. Au cas où je disparaîtrais. Quand elle eut fini, elle ferma l'ordinateur portable et posa sa paume sur sa couverture. Tu as essayé de transformer ma voix en une notice nécrologique, chuchota-t-elle, mais je transformerai ton silence en preuve. Elle regarda autour de la chambre, même mur, même photo, même espace, mais tout semblait changer. Plus une prison, pas encore un foyer, mais c'était de nouveau le sien. Pour la première fois depuis longtemps, Mélodie s'allongea sur son oreiller et ne s'effondra pas. Au lieu de cela, elle dormit. Non pas parce qu'elle se sentait en sécurité, mais parce qu'elle avait décidé d'arrêter d'avoir peur. Le lendemain matin, Mélodie était assise en face de Joshua dans son bureau, un classeur noir rempli de mets imprimés, de photos des flacons empoisonnés, de fausses ordonnances médicales et de transactions liées à Zoé. Joshua parcourait les pages lentement, la mâchoire se crispant à chaque section. Ce n'est plus circonstanciel, dit-il, fermant finalement le dossier. C'est une manipulation délibérée avec un motif financier, possiblement une tentative de meurtre si nous pouvons lier la substance à une intention toxique. Mélodie se pencha en arrière, les mains jointes sur ses genoux. Que se passe-t-il si nous attendons trop longtemps? Joshua secoua la tête. Alors Zoé déplacera les comptes, Anthony effacera le reste, et nous nous retrouverons avec de la fumée. Nous déposons une demande de découverte financière, gelons les avoirs et signifions la demande de divorce demain. Mélodie déglutit difficilement. Il est toujours à l'hôpital. Joshua la regarda dans les yeux. C'est encore mieux. Il sera désorienté, pris au dépourvu. Et avec la bonne ordonnance du tribunal, nous les arrêterons avant qu'ils ne disparaissent. Mélodie hocha la tête, la décision se cimentant dans sa colonne vertébrale. Je veux que mon nom soit retiré de tous les comptes. Je veux que tout soit annulé, et je veux que Zoé soit démasquée. Joshua offrit un sourire sinistre. Nous commencerons par ça, fraude civile, falsification d'identité et coercition malveillante. Il sortit un nouveau bloc-notes juridique et commença à rédiger. En attendant, je veux que vous vous prépariez à la tempête. Quand cela deviendra public, les gens choisiront leur camp, et ils ne choisiront pas toujours la vérité. Les doigts de Mélodie tapotèrent la table, chaque coup un battement silencieux de force. Laissez-les se tromper. J'ai vécu sous les illusions des gens pendant trop longtemps. Je survivrai à leurs doutes. Je veux juste que la vérité soit enregistrée. Joshua lui tendit une clé USB. Gardez ça hors de votre cloud. C'est le duplicata de chaque fichier. Cachez-le quelque part que vous seul connaissez. Mélodie la prit doucement, ses yeux lointains. Il voulait écrire la fin de mon histoire, mais je réécris le dénouement. Joshua fit une pause. Ça pourrait devenir chaotique, Mel. Mélodie se tourna vers lui. Ça l'était déjà. Maintenant, je fais juste le ménage. 2 jours plus tard, Anthony était de retour à la maison, assis dans leur salon faiblement éclairé, vêtu d'un survêtement, en convalescence mais encore groggy. Mélodie entra silencieusement, tenant une épaisse enveloppe. Il leva les yeux, forçant un sourire. « Tu es en avance, dit-il. » Elle ne le lui rendit pas, « Je suis venue pour parler », répondit-elle. Il lui fit signe de s'asseoir sur le canapé, mais elle resta debout. « J'ai visité Harper & Company », commença-t-elle, regardant son visage tressaillir. « J'ai vu les dossiers, ceux avec ma signature falsifiée, les faux dossiers médicaux, le plan de sortie. » La posture d'Anthony se raidit. « Mélodie, je peux expliquer. » « Ne le fais pas, le coupa-t-elle, parce que ce que j'ai dans cette enveloppe rend tes explications inutiles. » Elle la posa sur la table. « C'est le procès. Fraude. Usurpation d'identité. Tentative de coercition. Tu as été méthodique, Anthony, mais pas plus malin que moi. » Il se leva lentement, sa voix tremblant d'incrédulité.
Tu me détruirais comme ça. La voix de Mélodie resta calme. Tu as essayé de me détruire en silence. Je ne fais que te rendre l'appareil, honnêtement. Ses yeux brûlaient d'un mélange de rage et de peur. Tu ne comprends pas à qui tu t'attaques. Zoé ne se laissera pas faire facilement. Tu regretteras de l'avoir entraînée là-dedans. Mélodie se pencha, son ton s'aiguisant. Alors qu'elle vienne. Qu'elle apporte toutes les ombres dans lesquelles elle opère, parce que j'en ai fini de me cacher sous les tiennes. Anthony attrapa l'enveloppe, parcourant les pages, la panique montant. Nous pouvons arranger ça. Il n'y a pas de nous, dit-elle en reculant. Tu as cessé d'être mon mari le jour où tu as comploté mon silence. Il s'effondra sur le canapé, le poids des documents l'écrasant. Ça va me ruiner. Mélodie se tourna vers la porte, agrippant son manteau. Non, Anthony, tu t'es ruiné toi-même. Je m'assure juste que le monde sache qui tu es vraiment. Puis elle sortit, silencieuse, résolue et inébranlablement libre. Plus tard dans la soirée, Lodi retourna seule à la maison pour commencer à emballer ses affaires. Chaque pièce ressemblait maintenant à un mausolée, préservé dans un mensonge. Dans leur chambre, elle ouvrit lentement les tiroirs, triant les objets qui avaient autrefois un sens. La photo encadrée sur la table de chevet de leur jour de mariage avait de la poussière sur sa vitre. Elle ne l'essuya pas. Au lieu de cela, elle la posa face contre table. Sa robe de mariée était toujours suspendue dans le placard du coin, nettoyée à sec, jamais touchée depuis leur dernier anniversaire. Elle la fixa longtemps, puis tendit la main et la décrocha. Pas avec rage, mais pour tourner la page. Tu ne mérites pas mes souvenirs, chuchota-t-elle. Dans le couloir, leurs photos de vacances tapissaient le mur. Italie, Ghana, Vancouver, des sourires encadrés de trahison. Elle ne les prit pas. Elle les laissa derrière elle comme des fantômes. Dans le bureau, elle trouva un tiroir plein de notes d'Anthony, d'objectifs, et une citation encadrée qu'il avait toujours aimée. Le succès ne se possède pas. Il se loue, et le loyer est dû chaque jour. Elle gloussa amèrement. Tu ne l'as jamais payé, n'est-ce pas, murmura-t-elle. Ses pas résonnaient sur le parquet. Même le silence semblait changer. Elle entra dans la cuisine, l'endroit où il lui avait autrefois embrassé le front pendant qu'elle préparait du thé, et se tint devant le tiroir où se trouvait l'ouvre-bouteille. Il avait disparu maintenant, comme l'innocence qu'elle avait portée à chaque toast. Elle transporta une seule boîte jusqu'à sa voiture cette nuit-là, ses journaux, quelques livres et une enveloppe remplie de preuves numérisées. Alors qu'elle éteignait les lumières, son reflet se dessina dans la vitre de la porte d'entrée. Elle se regarda, non pas comme une victime, mais comme une femme qui s'était finalement choisie plutôt que l'illusion. Elle ferma la maison à clé derrière elle et s'avança dans la nuit, non pas brisée, mais éveillée. Le palais de justice se dressait, grand, silencieux et insensible aux émotions. Mélodie sortit de la voiture avec Joshua à ses côtés, les papiers du divorce soigneusement rangés dans sa mallette. Elle portait du bleu marine, une couleur qui ne criait pas à l'attention ni ne se rétractait dans la soumission. Alors qu'il se dirigeait vers le bureau du droit de la famille, les paumes de Mélodie étaient glacées, mais sa voix restait ferme. Faisons ça vite. Joshua hocha la tête. Une fois que ce sera déposé, il sera signifié dans les 72 heures, et avec le gel des avoirs en cours, il ne pourra plus se cacher derrière des comptes offshore. À l'intérieur, le greffier prit les documents et les tamponna sans cérémonie. C'était étonnant de voir comment une décision aussi bouleversante se résumait à de l'encre et des copies carbone. Mélodie regarda les papiers disparaître dans un dossier marqué « Dissolution de mariage ». Son nom de famille était imprimé à côté du sien, pour la dernière fois. De retour dans la voiture, le silence était plus lourd que le ronronnement du moteur. « Ça va ?» demanda Joshua en jetant un coup d'œil. Mélodie expira. « Je m'attendais à ressentir quelque chose. De la tristesse, peut-être, mais tout ce que je ressens, c'est de l'espace. » Joshua offrit un petit sourire. « C'est ça, recommencer. De la place pour respirer. » Son téléphone vibra, un message d'Anthony. « Tu as vraiment déposé la demande. » Après tout. Mélodie le lut, l'expression inchangée. Elle ne répondit pas, « Il pense toujours que c'est une question de trahison, » marmonna-t-elle, « mais il s'agit de récupérer ce qu'il a volé, ma voix, ma clarté, ma paix. » Joshua posa une main sur son épaule. « Et maintenant,
les tribunaux vont t'aider à tout récupérer. Mélodie regarda par la fenêtre la ville qui défilait. Elle ne savait pas ce qui l'attendait demain, mais elle ne craignait plus l'inconnu. Le plus dur n'avait pas été de déposer la demande. Le plus dur avait été d'admettre enfin que l'homme qu'elle aimait était celui dont elle devait être protégée. Et maintenant, cette vérité était ancrée dans le système. Mélodie ne s'attendait pas à ce qu'on frappe à sa porte. Elle venait de rentrer d'une promenade matinale, un café à la main, lorsque les coups doux résonnèrent dans son appartement silencieux. Elle ouvrit la porte prudemment et se figea. Debout là, dans un manteau beige sur mesure et des lunettes de soleil sombre, se trouvait Zoé. Ses lèvres étaient pincées en une ligne serrée, sa posture raide de conflit. « Nous devons parler, dit-elle. Mélodie croisa les bras. « Tu as du culot. » Zoé hocha la tête. « Je le mérite. Mais je ne suis pas venue ici pour le pardon. » Elle n'entra qu'après que Mélodie lui eut fait un signe de tête réticent. « Je l'ai aidé parce que je croyais qu'il était une victime, dit Zoé. Il m'a convaincu que tu étais manipulatrice, instable. Il m'a joué. » Mélodie haussa un sourcil. « Donc tu pensais que je devais être effacée ?» L'expression de Zoé se fissura. « Non. Je pensais que tu étais la barrière. Je ne savais pas qu'il était capable d'autant de noirceur. » Mélodie s'assit lentement, son regard vif. « Et maintenant ?» Zoé retira ses lunettes, révélant des yeux fatigués et rougis. « Maintenant, je réalise qu'il construisait un mensonge pour tout le monde, y compris lui-même. » Elle fit glisser une enveloppe sur la table. Relevé bancaire. Mémos internes. Transaction que j'ai approuvée sans savoir qu'il avait falsifié ton autorisation. Mélodie l'ouvrit prudemment. De vrais chiffres, de vrais comptes. Cela pourrait aider son cas. Pourquoi me donner ça, demanda-t-elle. Par culpabilité. Zoé secoua la tête, non. Par instinct de survie. Il est en train de s'effondrer. Il menace de publier mes dossiers si je ne le soutiens pas publiquement. Je sais qu'il m'entraînera dans sa chute. Et je ne vais pas mourir sur une colline construite sur ses mensonges. Mélodie l'étudia longuement. Je ne te remercierai pas, dit-elle doucement. Mais j'utiliserai ça. Zoé se leva. Je n'attendais pas de remerciements. Juste, ne le laisse tromper personne d'autre. Alors que la porte se refermait derrière elle, Mélodie se pencha en arrière, l'enveloppe à la main. Son cas venait de se renforcer, et Anthony venait de perdre son dernier allié. L'article de blog fut mis en ligne à 22h37, publié anonymement sous le titre « Le poison dans le verre de vin, l'avertissement ignoré d'une épouse ». Mélodie avait choisi chaque mot avec une précision chirurgicale, les noms omis, les chronologies assez vagues pour protéger son dossier juridique, mais assez pointues pour percer le brouillard numérique. En quelques heures, il s'était répandu sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Les commentaires affluèrent de femmes du monde entier. Ça m'est arrivé aussi. J'ai quitté mon mari l'année dernière. Merci pour votre courage. Certains devinèrent le sujet, mais la plupart ne se souciaient que du message. Mélodie était assise près de la fenêtre de son salon, regardant la lueur de la ville, tout en lisant commentaire après commentaire, des femmes ouvrant leurs blessures, offrant leur solidarité. C'était surréaliste, valorisant et terrifiant à la fois. « Tu as commencé quelque chose », texta Joshua après minuit. « Sois prête. » Le lendemain matin, son téléphone n'arrêta pas de sonner. Les blogs d'actualité s'en emparèrent. Un journaliste local la contacta pour une interview. Sa boîte de réception se remplit de messages de militants, de conseillers, même d'avocats offrant un soutien pro bono aux femmes dans des situations similaires. Mélodie resta silencieuse publiquement. Elle n'était pas prête à devenir un visage. Mais en privé, elle répondit à ces messages qui lui rappelaient pourquoi elle avait commencé cela. Pour donner un langage aux femmes qui avaient été réduites au silence. Un message en particulier la brisa. Je pensais que c'était juste moi. Je pensais que j'étais folle. Mais lire tes mots m'a rendu mon nom. Mélodie le lut 2 fois, les larmes aux yeux. Puis lentement, elle répondit, tu n'es pas seule. Et tu n'es pas folle. Tu es en train de te réveiller. En appuyant sur envoyer, Mélodie réalisa que sa guérison n'était pas seulement pour elle-même. Elle faisait partie d'un écho plus large. Son murmure était devenu une onde. Et cette onde devenait une vague.
Mélodie rencontra Rose un samedi après-midi dans un centre communautaire tranquille où un groupe de soutien pour femmes tenait sa réunion mensuelle. La pièce était modeste, des chaises pliantes en cercle, un plateau de biscuits sur une table en plastique. Mais l'air portait quelque chose de plus lourd que le décor, une douleur non dite et un espoir résili. Quand Mélodie se présenta avec un doux « Je suis ici pour écouter plus que pour parler », Rose, une femme posée aux tresses poivre et sel et au feu dans la voix, se pencha en avant. Alors tu entendras quelque chose qui pourrait te sembler trop familier. Pendant la session, Rose parla d'un homme qui l'avait vidé émotionnellement et financièrement, qui embobinait tout le monde tout en volant son identité en silence. Le pire, dit Rose, n'était pas la trahison, mais le nombre de fois où je me suis trahi moi-même en restant. Mélodie ne parla pas, mais ses doigts se crispèrent sur ses genoux. Après la fin de la session, Rose s'approcha d'elle. « Tu portes quelque chose de lourd », dit-elle doucement. Mélodie hocha la tête. « C'est presque trop grand pour les mots. » Rose lui tendit une carte de visite usée. « Mon fils est analyste forensique. Il m'a aidé à tracer tout ce que mon ex a essayé de cacher. Si tu as besoin d'aide, il est meilleur que Google. » Mélodie sourit faiblement. « Merci. » Rose pencha la tête. « Tu penses que tu es seul dans le feu, mais ce n'est pas le cas. Certaines d'entre nous sont juste plus loin dans les cendres. » La phrase frappa profondément Mélodie. Plus tard, alors qu'elles étaient assises sous un arbre à l'extérieur du centre, Mélodie partagea des bribes de son histoire, juste assez pour être comprise, pas exposée. Rose ne sia pas. « Au moment où il a essayé de te faire taire, il a confirmé ton pouvoir, dit-elle. Souviens-toi de ça. » Pour la première fois depuis des semaines, Mélodie rit, un son doux et brisé, mais c'était réel. Sa douleur n'était pas unique, mais sa guérison, elle venait de devenir partagée. C'était un jeudi pluvieux que Mélodie accepta de parler discrètement et officieusement lors d'une réunion privée pour les survivantes de relations de contrôle élevé. Le lieu était simple, un sous-sol de bibliothèque rénové avec des rangées de chaises et un éclairage chaleureux, mais il semblait plus lourd que n'importe quelle salle d'audience. En montant sur le podium, elle agrippa les bords comme une bouée de sauvetage. « Je ne suis pas venue ici pour paraître courageuse », commença-t-elle. « Je suis venue ici parce que j'ai failli ne pas m'en sortir, et je veux m'assurer que quelqu'un d'autre y arrive. » Le silence se fit dans la pièce. Elle ne lut pas de script. Elle parla des parties d'elle-même qui faisaient encore mal. Elle parla de la façon dont l'amour peut ressembler à de la gentillesse tout en masquant le contrôle, comment le silence ne signifie pas toujours la paix, et comment douter de soi peut être aussi dangereux que n'importe quel mensonge. À un moment donné, sa voix se brisa. Il n'a pas levé la main, mais il a levé un plan. Une femme au premier rang pleura silencieusement. Une autre tendit la main et la lui tint. Il a remplacé ma réalité par sa version, dit Mélodie, jusqu'à ce que je ne puisse plus faire confiance à mes propres pensées. Mais ensuite je me suis souvenu, l'instinct est plus fort que la peur si on le laisse parler. Quand elle eut terminé, les applaudissements ne furent pas bruyants, mais ils étaient pleins. Plusieurs femmes la prirent dans leurs bras après. L'une dit : « Vous avez mis des mots sur ce que j'ai vécu mais que je ne pouvais pas nommer. » Une autre ajouta : « Vous m'avez donné la permission d'arrêter de prétendre que ce n'était pas réel. » Mélodie sortit sous la bruine, les larmes coulant sur son visage. Pas de douleur, mais de libération. Cette nuit-là, elle se tint devant un miroir et murmura : « Je me suis entendu parler, et je me suis enfin cru. » Sa voix, autrefois enfouie sous la peur et la manipulation, avait maintenant du poids, et elle n'allait pas la lâcher. Le message vocal arriva tard cette nuit-là, la voix familière de Pénélope, mais teintée d'urgence. « Mel, appelle-moi. J'ai des nouvelles, et ça change tout. » Mélodie rappela immédiatement. La voix de Pénélope était haletante. « Un ami journaliste vient de m'envoyer la preuve qu'Anthony a discrètement contacté les médias pour divulguer une version différente de l'histoire, celle où c'est toi qui l'as empoisonné, et où l'effondrement de Harper & Co était de ta faute. » Mélodie s'assit, son pouce accélérant. « Il essaie de retourner le récit ?» Pénélope continua, et il a un avocat spécialisé dans la manipulation des allégations d'abus. Si cela devient public avant que ton affaire n'arrive au tribunal, il pourrait tout embrouiller. La gorge de Mélodie se serra. Il veut me faire passer pour le monstre. Pénélope resta silencieuse un instant. Mais j'ai un plan. Elles se rencontrèrent le lendemain matin dans le studio de podcast de Pénélope,
un espace modeste tapissé de mousse insonorisante et d'étagères de vieilles bobines audio. Tu m'as fait confiance une fois pour ta robe de mariée, dit Pénélope en ajustant le micro de Mélodie. Maintenant, fais-moi confiance pour ta vérité. Mélodie hésita. Si je parle maintenant, ça pourrait nuire à l'affaire. Pénélope hocha la tête. Mais si tu ne le fais pas, il aura le premier mot, et Internet attend rarement le second. D'une profonde inspiration, Mélodie commença. Cette fois, ces mots n'étaient pas seulement pour la guérison. Ils étaient une frappe préventive. Elle raconta l'histoire avec soin, sans nom, sans affirmation directe, mais avec une authenticité indéniable. Parfois, votre silence devient le sol où votre agresseur plante sa version de vous, dit-elle dans le micro. Mais j'ai arraché ses racines, et maintenant je replante mon propre nom dans le sol. Quand l'enregistrement s'arrêta, Pénélope sourit. Tu n'as pas seulement raconté ton histoire. Tu l'as reconquise. Mélodie s'adossa, sa poitrine se soulevant lentement. Maintenant, voyons ce que la vérité donne quand elle est plus forte que ses mensonges. Le restaurant n'avait pas beaucoup changé. Les mêmes banquettes en velours, l'éclairage doux et le jazz délicat s'échappant des haut-parleurs du plafond accueillirent Mélodie alors qu'elle entrait seule, exactement un an après la nuit qui avait fracturé sa vie. Cette fois, elle portait du blanc, pas le genre que portent les mariés, mais une robe portefeuille en satin élégante qui scintillait d'une autorité tranquille. Elle choisit la même table près de la fenêtre, là où Anthony avait autrefois levé un verre avec la tromperie dans les yeux. Le serveur s'approcha avec un doux sourire. « Nous attendons quelqu'un d'autre ce soir ?» Mélodie leva les yeux, croisant son regard. « Non, juste moi. » Elle commanda un verre de vin, son choix, son timing, et regarda les lumières de la ville scintiller au loin comme des signaux d'une autre version d'elle-même. En sirotant, elle sortit son journal, celui qui avait porté ses vérités depuis le début, et l'ouvrit à une page blanche. Elle écrivit lentement, « Je ne tressaille plus aux anniversaires. Je ne demande plus pourquoi. J'ai survécu non pas parce que j'ai été épargné, mais parce que j'ai agi, parce que je me suis cru. » Un couple à la table voisinerie, trinqua. Mélodie sourit, non pas amèrement, mais avec compréhension. La joie existait toujours dans le monde, et elle n'avait pas manqué sa chance. Elle avait simplement fait de la place pour une version plus vraie. Quand son repas arriva, elle inclina doucement la tête. À la femme qui était assise ici l'année dernière, merci d'avoir fait confiance à ta peur. Elle n'avait pas besoin d'un partenaire de célébration. Elle n'avait pas besoin de validation. Elle avait juste besoin de ce moment. Le calme qui lui appartenait, gagné non par la perfection, mais par la survie. Et cette fois, le vin qu'elle leva était intact, non scénarisé, et entièrement sien. La conférence était plus grande que ce que Mélodie avait prévu. Des rangées de femmes, de survivantes, de militantes et de professionnels remplissaient la salle de bal de l'hôtel alors que l'hôte la présentait comme l'oratrice principale. Son nom résonna doucement dans le microphone. Mélodie Harper. Les applaudissements ne la surprirent pas. Ils l'ancrèrent. Elle monta sur scène dans une robe vert foncé, la couleur de la Renaissance. Alors que le silence se faisait dans la salle, elle fit une pause, sa main reposant légèrement sur le pupitre. « Je n'étais pas censée être ici », commença-t-elle. Non pas parce que je manquais de courage, mais parce que quelqu'un avait prévu que je n'existe pas aussi pleinement. Il ne voulait pas seulement me faire taire. Il voulait réécrire ma fin. Le public se pencha en avant. Mais la vérité, c'est que j'ai changé l'histoire en faisant confiance à ma peur au lieu de l'ignorer. En écoutant la voix qu'il a travaillé si dur à étouffer. Elle attrapa dans son sac un petit verre à vin transparent. Il brilla sous les lumières de la scène alors qu'elle le levait pour que la foule le voie. Il ne s'agissait jamais de vin, dit-elle. Il s'agissait de contrôle, de tromperie, d'effacer une femme choix après choix. Elle posa doucement le verre sur le pupitre. Mais la nuit où je l'ai échangé, c'est la nuit où j'ai arrêté d'être silencieuse. La foule n'applaudit pas immédiatement. Ils restèrent assis dans un silence stupéfait, traitant le poids de ses mots. Puis lentement, régulièrement, les mains applaudirent et se levèrent jusqu'à ce que toute la salle soit debout. Mélodie ne pleura pas. Elle sourit, calme et résolue. Après, des femmes firent la queue pour la serrer dans leurs bras, la remercier, lui dire qu'elle avait nommé leur douleur. Alors que la soirée s'estompait, Mélodie sortit dans la brise, les épaules plus légères.
Elle regarda le ciel et chuchota à la version d'elle-même qui tremblait autrefois derrière un sourire, « Tu as réussi. » Et quelque part au fond d'elle, elle sentit la réponse, claire, forte et inébranlable. Nous avons réussi. Voici le verset de la Bible. Proverbe 3, versets 21 à 23. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme, et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin, et ton pied ne heurtera pas. Pourquoi ce verset? Le parcours de Mélodie est un témoignage de la manière dont le discernement et l'observation silencieuse lui ont sauvé la vie. Sa capacité à faire une pause, à réfléchir et à agir avec sagesse au milieu du danger a protégé son chemin, tout comme cette écriture le promet. Morale de l'histoire. Vos instincts ne sont pas des interruptions. Ce sont les murmures de Dieu. Quand l'amour commence à ressembler au silence, à la manipulation ou à la peur, souvenez-vous que la survie n'est pas une trahison. Prendre la parole n'est pas une faiblesse. Et la guérison commence au moment où vous croyez à votre propre vérité. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos pensées dans la section des commentaires.